mais il a tout intérêt à améliorer l'expérience déjà au sein de son magasin, et ça tu le vois avec Ikea. Il y a le chemin, mine de rien on peut dire que c'est chiant, on va quand même toujours le faire. Tu viens acheter une plante, tu ressors avec 10 000 trucs. On parle des dark patterns justement, ce sont des façons de faire qui sont à la limite, qui sont pas forcément toujours très honnêtes. Bonjour Mathilde, merci d'être venue. Toi, tu travailles à Nantes, tu es experte en UX UI. Est-ce que, donc, si tu étais un hashtag, tu pourrais me dire quel hashtag tu serais? Hashtag curieuse. Parce que ça représente bien ta personnalité? Ouais, j'aime bien apprendre beaucoup de choses, et quand je commence à travailler avec un client, j'aime bien tout savoir de ce qu'il fait. D'accord, et ça te permet aussi d'avoir une meilleure vision pour toi, ton travail? C'est ça, c'est une vision de ce que fait le client ajoutée à la mienne, donc finalement ça fait une vision assez périphérique, et c'est ça qui me plaît. D'accord, ok. Si tu étais une couleur? Jaune, ça surprend personne. Évidemment. Si on va voir sur ton profil qu'on mettra en lien, on verra que tu as du jaune partout dans ton bureau chez toi. Ouais, c'est ça. Si tu étais du coup un animal? Un chat, parce qu'il vient prendre ce qu'il veut quand il veut. Il est assez égoïste. Non, parce qu'il fait sa vie en fait, et il s'en fout un peu. Il est indépendant, autonome. Voilà, il est indépendant, mais en même temps, il a des fois aussi besoin d'être avec les gens qu'il aime bien. D'ailleurs, j'ai vu sur ton site, tu insistes, nous ne sommes pas une agence, parce que tu travailles avec ton mari. Nous sommes indépendants. Donc c'est pour ça aussi, ça représente bien ce côté-là. C'est ça, on tient à pouvoir être libre et autonome en fait dans ce qu'on fait. Et on travaille les deux indépendamment en fait. On a chacun notre façon de voir les choses, de gérer nos clients et d'échanger avec eux. Et ça nous plaît de rester indépendant au sein en fait d'une structure. D'accord, ok, super. Est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases? Donc, comment tu en es arrivée justement à être experte en UX UI? On reviendra sur ce que c'est après. Quelles études tu as faites? Ouais, ok. Alors, j'ai commencé par des études aux Beaux-Arts, donc à l'école des Beaux-Arts, donc à Dijon et à Besançon. Donc pour l'instant, rien à voir avec l'UX. Voilà. Après, j'ai fait une école de PAO à Strasbourg. De PAO? Ouais, de production assistée par ordinateur, ça s'appelle comme ça, ou multimédia. Quel est ce mot barbare? Ouais, ou multimédia, ou en tout cas apprendre à travailler sur l'ordinateur, et donc avec les logiciels comme Photoshop, Illustrator, InDesign. Et j'ai aussi appris à coder un peu. D'accord. J'aimais bien ça. Je trouvais ça assez chouette de coder, parce qu'une fois que tu captes, et ça va très vite, et je trouvais ça très intéressant. Tu arrives à avoir quelque chose, et ça me plaisait beaucoup. Donc tu es passé finalement du papier et du pinceau à Internet, Photoshop, etc. C'est ça, c'était aux Beaux-Arts, c'était très papier, dessin, et ça me plaisait aussi beaucoup. C'est là que j'ai un peu commencé à découvrir Photoshop, et ça je me suis dit c'est génial. Il faut que je fasse quelque chose avec ça. Et puis l'école, c'était trop encore art et un peu vieux jeu entre guillemets, vieille école. On n'était pas sur du numérique quoi. Et je trouvais ça un peu frustrant et dommage. Je me suis dit j'ai raté un truc. Donc après cette école de PAO, je me suis mise à mon compte. Parce que j'ai eu une expérience salariée un peu de stage un peu pas terrible sur Strasbourg. C'est quoi qui t'a déplu du coup lors de ce stage? La hiérarchie. Non, plutôt le non-respect des personnes en fait. T'es là pour faire ça, peu importe. Voilà, on s'en fout, tu viens à telle heure, tu pars à telle heure. Aucune considération on va dire, et puis plutôt s'il y en avait, elle était désagréable. J'ai pas eu envie de continuer. Donc j'ai créé Cherry Fizz en 2007, et à partir de là, j'ai appris au fur et à mesure en fait au contact de mes clients et des différentes entreprises. Donc au début c'était plutôt des indépendants aussi. C'était chouette parce qu'en fait ils démarraient de rien. Et c'est là que j'ai découvert qu'ils avaient beaucoup plus besoin de conseils en amont, on va dire en stratégie, il y avait quoi d'autre,
en communication aussi, communication visuelle, mais aussi communication vers les autres, tu vois. Oui, ils n'avaient pas besoin en fait du produit final tout de suite, ils avaient besoin non. de la stratégie en amont pour que le produit serve à quelque chose. C'est finalement. ça. En fait, si tu veux, le problème, c'est que si je leur produisais quelque chose de fini, sans être passé par une étape de construction de ce produit, en fait, ça allait être naze. On n'allait pas correspondre à la cible, on allait mal positionner le produit, ou le produit ou la personne. Dans tous les cas, moi, je pouvais pas laisser passer ça. Donc, pendant plusieurs années, j'ai beaucoup accompagné comme ça et je savais pas qu'en gros, c'était vendable. C'était du conseil, en fait, et de la stratégie et tout. Et j'ai jamais vendu, en gros, ma stratégie et mon expertise à ce niveau-là. Et en fait, je vendais juste la prod finie. Tu vendais la moitié de ce que tu faisais au final. Ouais, c'est ça. En gros, c'est ça. Et progressivement, j'ai commencé à pouvoir l'inclure. Et surtout, comme tu l'as dit, en fait, sans ça, ça va mener à rien. Et dans le design graphique, le problème, c'est que y a les personnes qui vont te dire « moi, je te fais un logo, ça coûte 200 €. » Voilà. Et ça va être, ils vont prendre un logiciel, ils vont positionner juste une écriture, ils vont mettre une espèce de forme. En gros, il n'y aura pas de travail de construction. Je peux avoir un client qui a un budget limité et il veut par exemple refaire son logo et je vais lui dire, en fait, 1 000 € que vous avez, plutôt que de refaire le logo, je préfère en fait retravailler avec vous toute votre stratégie en amont. Quitte à ce que le logo soit... Gardons le logo tel quel plus tard, et vous me rappelez dans 6 mois quand vous avez, je sais pas, eu un nouveau client et qu'il y a un peu de budget pour ça, parce qu'il va être frustré et c'est ça, c'est quelque chose qui est compliqué et là en UX, ça le rejoint aussi tout à fait. Toi, tu t'es rendu compte du coup que tu pouvais finalement facturer donc, ta stratégie en plus de tout ce qui va être design graphique. C'est ça. Les clients ont été OK pour ça. Il y en a à qui j'ai des clients que j'avais depuis longtemps et je leur ai dit voilà, maintenant ça a tel coût. Ouais. Et c'est passé, voilà, sans problème. Quand tu as commencé, tu avais déjà des clients? C'est ça qui t'a dit, ok, je peux me lancer maintenant, je vais le faire? Ou tu es parti d'une feuille blanche? J'en avais genre un. Ouais. Un client pour un site internet, alors juste le design, parce qu'elle était développeuse. Donc voilà, ouais, j'avais juste un client. Après, j'étais étudiante, donc j'avais pas beaucoup d'argent. Donc tu te dis, quitte à pas avoir beaucoup d'argent... ça me va, tu vois, si j'en ai pas plus, c'est pas grave. Mais c'est aussi ce qui t'a poussé à aller en chercher. Il y a 2 écoles, soit tu veux le strict minimum et voilà, t'as pas besoin de beaucoup de contrats et t'as juste ce qui rentre, ce qu'il faut et du coup tu gardes ton statut d'indépendant avec des faibles charges, mais du coup une faible protection et en cas de soucis, je sais pas, de maladie... Ouais, tu restes à la limite, quoi. Voilà, et si par exemple après t'as une famille, ça devient problématique, moi je trouve. Ou alors, tu cotises plus, mais du coup, ça te coûte plus d'argent. Et là, il faut aussi plus de clients. Et après, ça dépend aussi de l'état d'esprit, où c'est ce que t'aimes, c'est entreprendre. Et moi, c'est mon cas. Et donc toi, avec le temps, tu as plutôt choisi la deuxième option. Tu as développé ton entreprise. C'est ça. D'accord, parce que maintenant, tu fais de tout, en fait. Enfin, par rapport à l'UX UI. Ouais, on a quand même gardé la partie direction artistique et création, enfin communication visuelle et design graphique. Parce qu'en fait, c'est une expertise qu'on a. Donc, moi, je voulais l'enlever. Et puis, mes clients m'ont dit oui, mais moi, si je viens chez toi, c'est parce que je veux tout au même endroit. Et là, ça fait 5-6 ans que j'ai commencé à arriver progressivement sur... on va dire, lui, c'est pas neuf, parce que lui, c'était le design web, enfin le web design. C'est juste qu'on lui a donné un autre nom. Voilà. Et l'UX, c'est arrivé aussi en matérialisant cette stratégie que je vendais en amont. Là, c'est plutôt des formations que j'ai pu faire. J'ai aussi passé un diplôme de chef de projet il y a 3 ans maintenant. Et du coup, ça m'a permis de formaliser et de me rendre compte des besoins en entreprise. Donc, tu continues à te former au cours du temps? Ouais, ça, je trouve ça indispensable. Mais on parle du coup du UX, du UI. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement et simplement ce que c'est finalement? Si on commence par exemple par l'UI. Alors l'UI, c'est User Interface. À l'anglaise. C'est l'interface, l'interface en fait avec laquelle on va interagir entre le produit et nous. D'accord. Donc c'est ce qui va faire le lien. Et donc ça peut être soit une interface tangible, donc ça peut être téléphone. D'accord. Voilà. Donc un produit, quoi, un appareil. Là, voilà, parce que tu vois, le téléphone, ils vont avoir différentes sortes. On est sur du tactile, donc il y a un travail au niveau de la manière d'interagir et de l'information que ça nous renvoie.
Et après, tu as des services qui sont non tangibles. Un site internet. Oui, voilà, il y a ça où j'allais dire, par exemple, une carte restaurant que tu peux avoir juste sur ton téléphone, mais ça va être dématérialisé. D'accord. Donc, tu as plein de choses avec lesquelles tu interviens. Enfin, tu vois, tu interagis, ça, je sais pas, ça doit être la lumière. Oui, c'est ça aussi, exactement. tu vois, Ouais, c'est les deux spots. L'UI, en fait, ça va être l'interface, ça va plutôt être l'outil, qui soit tangible ou non. Et ensuite, l'UX, du coup. Voilà, et l'UX, ça va être les user experience, donc c'est l'expérience utilisateur, et là, ça va être l'expérience, l'émotion que ça va générer avec le produit ou le service que tu utilises. Donc des deux dont on a parlé avant, que ce soit tangible ou non tangible, dès que tu utilises un service, il y a une raison pour laquelle tu l'utilises. Alors, quelle sorte de valeur, justement, l'UX et l'UI peuvent apporter? Par exemple, je suis en entreprise. Je viens de voir et je te dis, bon, par exemple, j'ai un site internet ou même un téléphone, j'aimerais l'améliorer. Comment tu peux m'aider là-dessus? Alors là, tu vois, la différence, c'est que là, on est vraiment sur un outil fini, j'ai envie de dire. Et l'UX designer, il peut aussi bien intervenir, donc plus sur l'outil fini, mais on va dire en termes d'amélioration, comme sur la démarche en amont de créer un service pour créer le service juste, avec les fonctionnalités nécessaires et des fonctionnalités attendues, désirées. Et ça, c'est vraiment la différence. Donc, par exemple, t'aider sur ton site, ça pourrait de te dire, est-ce que tu as déjà échangé avec tes utilisateurs? Est-ce que tu es sûr qu'ils trouvent tout ce qu'ils veulent dans ton site? Après, si c'est sur un site e-commerce, par exemple, ça va être de dire quelle expérience on délivre au moment de l'achat. On a des exemples flagrants, on va dire encore Amazon, mais Amazon, c'est le bon exemple, je trouve, parce qu'en termes d'interface, on peut dire que c'est pas un site qui est sexy. D'accord, ouais. Donc là, si on prend par exemple Amazon, donc l'interface, ça va être quand on va cliquer sur le site, on va se rendre sur cette page-là où on va avoir tout ce catalogue finalement de produits qu'on peut acheter. Donc ça, c'est l'interface, la première chose qu'on voit. Voilà, c'est l'interface. Et comme tu peux voir, c'est une interface qui est très chargée, qui est assez, à mon sens, brouillon parce qu'il y a beaucoup de choses. Et sauf que l'utilisation est tellement intuitive et on ne se pose pas la question quand on veut acheter un truc sur Amazon. En général, on sait ce qu'on veut, on le trouve facilement. Le processus d'achat se passe bien. Enfin, je veux dire, si tu as déjà rentré ta CB, tu n'as plus qu'à valider. C'est quelque chose qui est simple et qui joue sur les comportements et sur l'attente des utilisateurs. Et c'est amélioré en fait en continu. Ce qui fait que ça reste un site qui est utilisé malgré les aspects négatifs qu'on peut leur reprocher, de maltraiter les employés, de vendre des trucs pas chers mais pas de qualité des fois. En fait, pour Amazon, c'est tellement simple d'acheter dessus et c'est tellement agréable même, c'est une expérience agréable. Quand on va acheter sur Amazon, on trouve ce qu'on veut, quand on veut, on le reçoit rapidement, le SAV il est super. Donc c'est tellement simple que peu importe ce qui va se passer à côté, on va rester chez eux, d'où l'importance finalement d'avoir une expérience très bonne au niveau de l'utilisateur. Et si je résume bien, du coup, la différence entre UI et UX, l'UI ça va plutôt être ce qui va être sexy comme site et l'UX c'est ce qui va être fonctionnel. Est-ce qu'on va pouvoir aller dessus facilement et trouver ce qu'on veut quand on a besoin? Oui, on peut schématiser comme ça. L'UI, c'est ton interface, c'est ton moyen d'échanger avec le service. Et l'UX, c'est toute l'expérience que ça va générer et ce qui va te rester à la fin. Quel que soit le service, tu dois laisser une bonne impression à ton utilisateur ou à ton client. Ce qui est, et comme je dirais pour Amazon, effectivement, après, c'est ta volonté qui va faire que tu vas quitter ou pas Amazon par rapport à tes valeurs. De te dire, je préfère attendre 2 jours de plus et je commande chez un libraire, tu vois, par exemple. D'accord. Et on parlait d'Amazon, mais est-ce que tu as d'autres typologies d'entreprises qui peuvent justement vraiment s'intéresser à ça? Est-ce que c'est dédié uniquement aux mastodontes ou les petites entreprises peuvent s'y intéresser déjà à leur taille? Non, on peut. Alors après, tu as les entreprises qui sont les plus flagrantes et que j'utilise pour que ça parle à mes clients qui n'ont pas forcément toujours la connaissance de l'UX. Et comme moi, c'est la partie qui me plaît le plus, l'UX, je leur explique. Par exemple, il y a les sites comme Alan, tu sais, la mutuelle. Oui. Et Alan, justement, ils ont travaillé autour de l'expérience et très bien travaillé. Pour la petite anecdote, tu vois, j'ai trouvé très cool le site. C'était très compréhensible, mais à la fin,
au moment de contractualiser, tu reçois... Bon, moi, j'avais demandé à échanger avec quelqu'un. Personne n'a jamais échangé avec moi et ne m'a recontacté. J'ai trouvé ça un peu moyen. Tu vois, pour moi, il y a un problème là. Donc, ils sont très forts au début, en fait, et puis dans de l'expérience, et quand tu arrives sur la fin, toi, tu as trouvé un petit problème. Moi, mon expérience avec eux ne m'a pas permis de contractualiser parce que j'engage une somme. Je veux pouvoir échanger avec la personne et que j'ai reçu un contrat par mail comme ça, et je me suis dit, waouh, attends, je ne vais pas signer ça. Peut-être un peu trop rapide pour le coup. Bah, ouais. Et du coup, j'ai pris les photos en fait de 2 entreprises et je voulais savoir justement si pour elles, il y avait un intérêt ou pas de mettre justement un budget dans l'UX ou prendre du temps pour l'améliorer, donc vraiment l'expérience de leurs clients. Si on se focalise un peu là-dessus, j'ai pris un cuisiniste, donc on va pouvoir retrouver dans des ZAC par exemple. Donc est-ce que lui qui vend des cuisines entre 10 et 20 000 euros en gros, il a intérêt sur son site internet à améliorer l'interface pour les utilisateurs et l'expérience client? Ce que j'ai envie de te dire, c'est déjà, si tu me dis donc que c'est un cuisiniste qui peut être en boutique physique, donc l'amélioration de son expérience utilisateur ne va pas forcément être que sur son site. D'accord. Mais il a tout intérêt à améliorer l'expérience déjà au sein de son magasin, et ça tu le vois avec Ikea. C'est un des meilleurs... Ouais, en plus, tu as le chemin tracé. Il y a le chemin. Mine de rien, on peut dire que c'est chiant. On va quand même toujours le faire. Tu viens acheter une plante, tu ressors avec 10 000 trucs. Ouais. Qui ne lâche pas 100 € en sortant d'Ikea alors que tu voulais acheter une plante à 2 €, tu vois. C'est... Voilà, tu sais pas, c'est pour ça qu'il ne faut pas y aller. J'y vais pas. Il y a les supermarchés qui sont très forts là-dessus. Ils savent en fait vers quel rayon il faut que tu t'orientes en premier pour être sûr que tu passes par tous les rayons et que tu achètes ce qu'il faut. Mais donc du coup, c'est quand même une étude des comportements, tu vois. Et ça, c'est hyper important, justement. Et après, dans l'expérience utilisateur, il y a aussi tout ce qui est savoir-vivre et savoir-être qui rentre en compte, forcément. Donc dans le cas du cuisiniste, par exemple, donc ça pourrait être avoir un petit parcours, en fait, dans son magasin, déjà. Déjà, ça va dépendre si on parle du magasin en physique. Et ce qui est hyper important, c'est que le cuisiniste, déjà, définisse son objectif. Enfin, je veux dire, D'accord. moi, par exemple, c'est important que je travaille sur quels sont les problèmes à résoudre, quels sont vos problèmes. Si on est sur un site, ça peut être une mauvaise conversion, ça peut être des abandons trop rapides en page d'accueil. Donc ça, c'est assez facile à matérialiser. Donc quand on dit conversion, c'est en fait les gens qui vont aller sur le site internet, est-ce qu'ils vont appeler, est-ce qu'ils vont prendre rendez-vous en fait avec le cuisiniste ou ils vont juste repartir. Et la conversion, ça va être toutes les personnes qui vont venir voir sur le site internet, c'est ce qu'ils vont appeler ou pas, c'est ça du coup. Ouais, voilà, c'est ça, c'est de se dire, par exemple, mon travail en ligne, il a un intérêt. Si je travaille sur l'interface et sur tout le parcours et le fait que naviguer dans le site soit intuitif, ça a un intérêt. Si en termes de référencement, on fait venir les gens déjà. Donc ça se répond mine de rien. Donc il faut que les gens arrivent sur le site. Et ça, les gens ont trop tendance à croire que ça va arriver tout seul. Ouais. Mais je veux dire, il y a beaucoup trop de sites pour ça. Et une fois que les gens sont arrivés sur le site, mon travail à moi, c'est de les faire rester. Donc, et de les faire agir. C'est ça, de les faire rester et de les faire interagir. Et si c'est un e-commerce, bien sûr, de les faire acheter. D'accord. Et revenir ou être ambassadeur. Voilà, il y a plein de possibilités. Donc en fait, pour un cuisiniste, ce serait, si on parle d'internet, cette fois sur son site internet par exemple, ce serait, une fois qu'il arrive sur le site, faire en sorte qu'il prenne un rendez-vous vraiment pour... justement parler cuisine. Si l'objectif de ton cuisiniste, c'est d'avoir des rendez-vous pris depuis le site internet, sa demande, ça va être ça. Soit il a l'idée déjà, soit il ne sait pas. Et du coup, c'est moi qui vais proposer en disant qu'est-ce que vous voudriez vraiment, parce que souvent les clients ne savent pas. Je m'étouffe, tu comprends? Est-ce que tu peux me dire du coup quels objectifs ils peuvent avoir en général? Ouais, donc ton cuisiniste, il pourrait avoir par exemple comme objectif d'avoir des rendez-vous pris en ligne, donc avec un système de gestion de prise de rendez-vous tout automatisé, comme ça il ne s'embête pas à gérer ça. Il pourra avoir un objectif de conversion d'achat aussi, ça dépend s'il veut acheter en ligne. Après peut-être, j'ai des clients aussi qui ne peuvent pas gérer du e-commerce ou ne veulent pas gérer du e-commerce, donc là la prise de rendez-vous elle se met à... C'est ce qui est le plus adapté en fait. Ouais, voilà. Ça peut être aussi de faire venir des gens en boutique. Donc après, à moi de trouver comment on peut leur donner envie de venir au magasin. D'accord.
Ouais, pour amener plus de flux en boutique, les visites. Et mon travail qui est important aussi, c'est j'y mets un point d'honneur, à vérifier que ce que je mets en place fonctionne. D'accord. Ouais. Donc par exemple, si on a des prises de rendez-vous, à quelques mois plus tard, je vais demander à mon client combien de rendez-vous téléphoniques il a eu. Ouais. Via la combien de plateforme. rendez-vous sur place il a eu, tu vois. Comme ça me permet de compter et de dire au client, bah voilà, vous voyez, au début, vous en aviez un tous les 3 mois. Depuis qu'on a retravaillé l'interface, vous êtes à 3 rendez-vous par semaine. Ouais, donc il y a un réel impact. Ouais, et là, on peut le mesurer. C'est aussi l'avantage finalement, donc, parce qu'on parlait des deux. Là, on peut vraiment mesurer sur Internet l'évolution. Et c'est là qu'on voit que l'UX, c'est pas du design graphique. Tu vois, ça peut être technique, comme ça peut être de la psychologie. Ouais, on anticipe ce que va faire l'utilisateur. Du coup, le deuxième, on en a beaucoup parlé déjà, donc je pense que ça ira vite, mais c'est de l'e-commerce. Du coup, en fait, quels objectifs ils peuvent avoir justement avec l'UX? Par exemple, je vais te donner un exemple si tu veux, comme ça c'est plus simple. J'ai fait un audit récemment pour un e-commerce d'appareils électroniques, enfin d'ordi, téléphone et tout ça. Donc j'ai récupéré leurs statistiques, donc c'est en général le premier truc que je fais. Et quand j'audite, on va travailler sur l'interface globale, sur le parcours, qu'est-ce que tu veux faire à l'utilisateur. Les fiches produits, est-ce qu'elles sont lisibles? Est-ce que tu as envie de les lire? Et ton tunnel d'achat et tout ça, comment ça se passe? Donc je regarde tout ça. Et là, par exemple, il y a eu des conseils de réorganisation des pages, de remplissage des fiches, de retravailler le texte. C'est hyper important aussi tout ce qui est wording, parce que c'est ce qui va embarquer les gens aussi. Enfin, on a trop tendance à penser que c'est inné ou que c'est intuitif, mais ça ne l'est pas forcément. On lui a fait des préconisations, par exemple, sur arrêter d'utiliser 15 000 couleurs. Parce que du coup, tu ne te représentes pas. L'important, c'est de se dire « Ah oui, les boutons de validation sont verts. » D'accord. Et ça c'est un mix un peu entre lui et l'UX, du coup. Ouais, oui. Et après, tu vas avoir le bouton, au lieu de mettre juste une flèche, mettez article suivant. Enfin, voilà, il y a plein de petites choses que tu peux faire comme ça pour améliorer. Et après, ça peut être aussi le menu du site. Est-ce qu'au niveau de la structure, il est clair? Est-ce qu'on sait exactement où on va? Donc tu vois, il y a vraiment beaucoup de choses et il y a l'avantage quand on fait ça, c'est moi j'essaye de faire en général 3 paliers. Quand je livre un audit, tu le sais, il y a pas mal d'explications et il y a tout ce qui peut être fait dans l'immédiat sans moi. Parce qu'une fois que tu as payé l'audit, tu dis j'ai peut-être pas le budget pour repayer derrière. Donc le client peut retravailler tout seul certaines choses s'il a son dev ou s'il a la main sur son site. Ensuite, il a besoin que je l'aide et là, je peux intervenir avec lui si on se rend compte que sa stratégie est mauvaise ou pas trop bonne et qu'on a besoin de l'améliorer. Ou alors la troisième étape où là, il n'a pas du tout le temps ou envie et là, c'est moi qui vais tout prendre en charge. Et on va retravailler la strat et on va retravailler des nouvelles maquettes et après, il envoie ça à son dev. Donc, tu as donné plusieurs possibilités en fait à la suite de ton audit, soit que l'entreprise avec qui tu travailles peut faire elle-même, soit de repasser par toi ou d'autres prestataires. C'est ça. C'est super intéressant. En fait, il y a énormément de petits détails, mais tout ça cumulé, ça va jouer sur la manière dont les gens vont interagir du coup avec le site internet. Et plus ce sera simplifié pour le consommateur, pour lui en tout cas, plus il y aura de chances qu'il achète du coup, et en plus il achètera les produits que vous voudrez mettre en avant. Parce que j'imagine du coup dans un e-commerce, il y a des produits qui doivent être plus vendus que d'autres parce qu'ils ont plus de marge par exemple. Oui, il y a des... en fait, l'idée c'est de comprendre qu'il y a la contrainte business, donc ça c'est celle de mon client, et l'utilisateur en bout de chaîne. Et moi je le représente lui, et il y a un intérêt pour moi à ce que cette personne soit bien. Oui. Et après, tu as toujours une limite un peu, tu vois, où tu es tiraillé entre le business et l'émotionnel et le ressenti de ton client ou de ton utilisateur. Et c'est là qu'il faut faire, c'est selon tes valeurs de designer, où on parle des dark patterns, justement. Ce sont des façons de faire qui sont à la limite, qui ne sont pas forcément toujours très honnêtes. Tu peux nous donner un exemple? Oui, on va reprendre Amazon Prime. Oui. Tu payes 49 €, je crois, et c'est plus ou moins reconduit, ou tu peux annuler, mais c'est pas très clair. D'accord. C'est volontairement pas clair, parce que du coup, les gens sont automatiquement reconduits. Et après, c'est trop tard. Oui. Et toutes ces démarches-là... C'était un peu comme Canal+ à l'époque, il me semble. Ça, c'est des procédés qui sont pas réglo et c'est pas interdit. En fait, le but, c'est vraiment d'embrouiller le client, du coup, à ce moment-là.
c'est indépendamment de sa volonté, il ne va pas faire l'action. Enfin, tu vois, il va pas volontairement se réengager, mais il va pas se désengager non plus. Mais il se désengage pas parce qu'en fait, il ne voit pas comment se désengager. D'accord. Donc, d'un côté, le but, c'est vraiment de simplifier la vie aux visiteurs, aux clients, mais de l'autre côté, des fois, c'est aussi de la rendre plus floue pour ses propres intérêts. C'est ça, les limites sont floues. Quelles sont tes valeurs justement par rapport à ton travail? Tu en parlais. J'aimerais pas faire à quelqu'un ce que je veux pas qu'on me fasse, tu vois. Ça me semble évident. Par rapport aux bénéfices dont on peut tirer de l'UX, si on se focalise là-dessus encore une fois. Je dirais ce qui est important, c'est que tes utilisateurs ou clients aient une bonne image de toi. Moi, je trouve que la bonne image, que ce soit aussi tes collaborateurs, parce que moi, je travaille aussi avec des plus petites entreprises qui me font intervenir pour gérer les relations dans l'entreprise. Et c'est pour ça, pour te dire que c'est vraiment très large l'UX. Et un deuxième bénéfice, que ça va te rapporter de l'argent. Donc en fait, comme il y aura plus d'interactions sur les sites internet, en magasin, sur les applications, plus d'interactions, ça veut aussi dire plus de ventes derrière. Donc c'est ça l'objectif. Des recommandations, et je te parlais tout à l'heure des gens qui peuvent devenir ambassadeurs de ta marque, si tu es honnête, si ta marque elle a des vraies valeurs, ça va au-delà juste du produit, tu vois. Ça peut être faire travailler des producteurs locaux, enfin tu vois, il y a beaucoup de choses, et on n'est pas forcément sur du numérique. Moi je vois mon primeur à côté de chez moi, il est hyper gentil, hyper serviable. Du coup, il a une expérience au niveau de l'achat chez lui, même si par exemple il prend pas la carte, tu vas quand même aller retirer de l'argent parce que tu veux aller chez lui, parce qu'il est sympa, il est arrangeant et parce que ses produits sont bons. Donc en fait, il a tout gagné. D'accord. Et du coup, s'il y avait par contre 2 erreurs à éviter, si quelqu'un veut se lancer, il se dit bon d'accord, je vais regarder un peu sur mon site, je vais essayer de l'améliorer, quelles sont les erreurs qu'il ne doit pas faire? Ne pas écouter l'utilisateur. Ça, c'est le pire. Une des erreurs, c'est de ne pas me laisser monter le designer sur le projet et de dire on veut juste la partie là et ça. Un benchmark sans savoir ce que le client fait ou ce qu'il veut. Donc ça, si on passe du coup par un designer UX, il faut prendre le temps d'écouter dans la globalité de la stratégie, on en a parlé tout à l'heure, et pas seulement sur le fait de faire. C'est ça. L'autre erreur, c'est de venir en ayant une idée finie de ce que tu veux. D'accord. Par exemple, tu viens et tu me dis je veux un site internet, tu vois. Mais tu n'as pas encore vraiment réfléchi à toute ta démarche et finalement, tu n'as peut-être pas besoin d'un site. Tu as peut-être besoin d'une appli. Ce serait peut-être plus adapté d'avoir une appli qu'un site internet. Et ça, le problème, c'est souvent les gens confondent. Ils pensent déjà avoir l'idée de la finalité. Alors qu'il y a tout le parcours derrière à avoir. Alors qu'il y a tout un parcours derrière finalement. Si Ah oui, c'est ça que je voulais dire, qu'il fallait beaucoup écouter les utilisateurs. Si on fait des tests, des entretiens et tout en amont, on se rend compte que, par exemple, les utilisateurs ne voulaient pas du site que tu allais faire, mais qu'ils préféreraient une appli parce que ce sera plus simple pour interagir. Sauf que toi, tu allais faire un site. Ou tout simplement une page Facebook. Ça peut être ça. Ça peut être même... non, nous, on préférerait un forum, on veut juste un Slack. Du coup, ce qui est bien, c'est que pour l'entreprise qui veut faire appel à toi, ils auront moins de budget à dépenser. Parce qu'entre un Slack et un site internet, il y a une grosse différence. Souvent, on voit des gens qui nous disent alors on a 3 000 € de budget pour un site internet, il sera super beau. Oui, mais tu as pensé aux gens qui vont venir sur le site, comment les faire venir? Donc ça va être une partie un peu plus SEO, etc. Et ensuite, il y a la partie quand ils arrivent sur le site internet, est-ce qu'ils vont bien interagir dessus? Donc là, c'est un peu plus ta partie. Tout ça, ça demande encore des investissements en plus du site internet en lui-même. Et là, ils disent ah oui, ça commence à faire beaucoup. Alors que s'ils avaient eu, par exemple, une page Facebook, un Slack ou autre. C'est ça. Si tu réfléchis plus à ce que tu veux vraiment pour ta boîte et plus en termes de valeur qu'en termes d'objet. Enfin, final, tu vois, tu te rendras mieux compte justement que tu t'étais planté. Voilà. Mais il n'y a pas de mal à se tromper, justement. Après, ce qu'il faut juste, c'est arriver derrière avec des remarques constructives. Et ça, mon travail, c'est ça. Tu vois, ça ne va pas être de dire... non, c'est une mauvaise idée, c'est pourri ton truc. Moi, j'aimerais mieux qu'on fasse ces étapes-là et qu'on vérifie vraiment s'il y a un intérêt pour le site internet. Parce que mon boulot, c'est pas de vendre du site internet par principe. En plus, moi, je fais même pas le dev, donc je veux dire, je prends même pas d'intérêt à le faire. J'ai pas mal d'externalisation dessus et en fait, j'y trouve pas forcément un intérêt. Moi, mon intérêt, il est vraiment dans l'accompagnement et ça va être même aussi... travailler avec des plus grosses entreprises, là où on est sur des centaines de salariés. Et là, on est plus sur des démarches de réflexion, des démarches de test, de vérification sur est-ce qu'on lance tel service ou pas. Et ça va être, par exemple, la boîte va peut-être investir 3 à 5 000 €
pour voir s'ils lancent un service Ouais. et se rendre compte au bout d'un mois et demi qu'il n'y a pas d'attente. Et du coup, on avorte le truc. Ouais. Sauf que là, ils ont dépensé 5000, mais s'ils l'avaient fait directement en entier, ils en auraient peut-être dépensé 20, 30. Minimum. Minimum. Carrément. Donc, Ouais, il y a un vu certain- les structures, ouais, on est plus sur du 50-100 000. Ouais. Mais ça fonctionne aussi pour les petites boîtes avec des plus Ouais. petits budgets au final. Et si du coup tu avais 2 astuces à donner, voilà, c'est pour quelqu'un qui voudrait démarrer dessus. Alors, de lire mon dernier article de blog, D'accord. justement sur... Donc j'ai écrit des conseils sur comment améliorer son interface simplement, sans moi, on va dire. D'accord. Voilà. Donc il y a pas mal de choses, il est assez bien détaillé, ça parle de graphisme, de rédactionnel, d'ergonomie, voilà, Si il y a t'en beaucoup de prenais trucs. un, Je dirais l'important c'est de garder une unité dans tes visuels, dans tes couleurs, dans ta façon de mettre en place tes paragraphes, enfin tu vois, de te garder titres, sous-titres. donc Ouais, si les boutons sont rouges, tous les boutons sont rouges. Si les boutons sont verts, tous les boutons sont verts. Ouais. En gros. Moi, je ne mettrais pas les boutons rouges, hein, mais... Non, mais voilà. Après, tu vois, c'est les boutons de validation d'une couleur, les boutons de reset, voilà, d'annulation d'une autre couleur. Il y a une sorte de cohérence qu'il faut garder et qui est de la cohérence aussi avec ton monde actuel autour de toi. Tu vois, un feu rouge, tu t'arrêtes, un feu vert, tu passes. Et ben dans les sites, c'est pareil. D'accord. Tu vois. Donc pensez à cette cohérence. Est-ce que tu en as une deuxième? Une petite astuce qu'ils pourraient mettre en place simplement? Simplement, parce que j'allais dire étudier les comportements humains, mais non, alors Ah, c'est pas simple. Quelque chose, ouais. Ça va plutôt dans... Alors vous passez un bac plus 4 en psychologie et ensuite... Et après c'est bon. Ouais, te mettre dans une posture d'écoute. Quand tu échanges avec quelqu'un, pas vouloir parler à tout prix. Moi, c'est bien que mon boulot m'aide là-dessus, parce que comme je tchatche beaucoup, mais écoutez. Parce qu'en fait, il va te donner un max d'infos. Et ces infos, elles sont hyper importantes. Un client m'a dit « Oh, ce truc-là, ça m'empêche de dormir. » Mais ça, c'est hyper intéressant. Ouais. Parce que je veux dire que le gars, ce qu'il vient de me dire, c'est là où il faut bosser tout de suite. Et si on n'en était pas arrivé dans cette discussion-là, tu vois, s'il ne s'était pas senti suffisamment à l'aise de parler, il m'aurait jamais dit ça. Pour que le gars, en fait, c'est un PDG d'une belle boîte, me sorte « ça m'empêche de dormir ». Je me dis « waouh, saute dessus ». Ouais, donc c'est le premier point sur lequel il faut réagir, quoi. C'est ça. Premier truc, c'est « ok, parlons de ce truc qui vous empêche de dormir, le reste, on verra plus tard ». Tu vois, et là, t'as et une fois que tu as enlevé cette épine du pied, bah, tout de suite, même s'il reste un gros travail derrière, ça va aller mieux. C'est ça, parce qu'il sait, en fait, tu as pris en compte son problème principal. Par rapport à un travail que tu as déjà fait, est-ce que tu penses que tu peux m'en montrer un? Donc, c'était quand j'ai passé 6 mois salarié, hein, donc c'est pas beaucoup, mais c'était dans une des boîtes où j'ai été dans les 6 mois sur Nantes. Mon travail, à la base, devait consister à gérer les relations entre le client et l'équipe interne de l'agence où j'étais. Donc ça s'appelait Proxy Product Owner, c'est un truc un peu bizarre comme nom. Et il n'y avait pas à proprement dire du UX qui avait été intégré. Donc en arrivant, j'ai dû digérer un cahier des charges de 200-300 pages. Technique, cahier des charges technique, pas fonctionnel. Et c'est là que je me suis rendu compte que on avait un problème au niveau de la relation entre l'outil et l'humain. Oui. Techniquement, le cahier des charges, ok, nickel, mais alors comment on interagit, c'était pas du tout écrit. Donc toi, il fallait que tu améliores ce cahier des charges, c'est ça? À la base, c'était pas mon job. Moi, je devais juste m'occuper des relations et travailler avec la chef de projet chez le client. Et finalement, je leur ai proposé d'intégrer une partie UX là en amont avant de se lancer dedans pour que tout le monde comprenne l'avancée du projet et à quoi servent en fait chaque chose technique qui ont été montées et comment on les renvoie visuellement. En fait, c'était pour moi ça. C'était impossible de pas travailler là-dessus. D'accord. Et l'avantage, c'est qu'on m'a laissé gérer ça. Donc, j'ai pu mettre en place des ateliers pour faire intervenir des utilisateurs chez le client, donc des utilisateurs collaborateurs. On est intervenu dans un contexte où ça a été beaucoup apprécié parce qu'avant, ils ont travaillé sur un logiciel, une refonte de logiciel en interne, mais une refonte, on va dire, technique par des métiers techniques. Ouais, des développeurs. Voilà. Et en fait, ça a généré des dépressions. Ah oui, mais les gens se sont mis en arrêt. Ils n'arrivaient plus à utiliser l'outil. Et ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire perte de ressources, voilà. Plus personne qui peut bosser, perte ça coûte de l'argent. Et en gros, ça a créé un gros problème dans la boîte. C'est une grosse boîte, hein, je te dirais pas, mais c'est un truc au niveau de l'État. Et ça a créé des dépressions, beaucoup de dépressions. Et donc, ils voulaient à tout prix éviter que ça se reproduise.
Donc ils ont investi là-dedans et on a rajouté la partie UX. Et on a pu travailler avec des volontaires qui ont fait des ateliers avec nous sur les fonctionnalités du site, à quoi elles servent, comment est-ce que vous voulez visuellement échanger avec votre dashboard. Enfin, tu vois, des trucs vraiment plus poussés, mais humains et sur l'émotion. Et on les a fait bosser sur des sketchs, des croquis, sur de l'ergonomie aussi. D'accord. Et après, le travail avec lui, c'était de retranscrire ça de manière visuelle et que les gens aient envie de cliquer, d'aller dessus. Et tout ça, on a fait des phases de test. Et ça, moi, c'était juste trop bien parce que... là, tu sens le réel impact. On parlait de valeur tout à l'heure. Là, tu l'as en direct, quoi. Et puis surtout que tu me parlais du PDG qui disait « je peux pas endormir la nuit ». Là, c'était pas une personne. C'était une centaine de personnes. C'est ça qui était vraiment pas bien. Et on nous a dit, là, on a fait une grosse connerie et à tout prix, on évite ça. Et à tout prix, au sens propre figuré. Ils ont payé pour. Et c'était un investissement mesuré. Il y avait un intérêt Donc finalement, même en interne de votre entreprise, ça peut être utile si vous avez des salariés qui passent leur journée sur 1 ou 2 logiciels. Si le logiciel-là, il est horrible à utiliser, clairement, ça va être horrible pour eux. Alors, donc tu nous as dit que une fois que tu avais fini tes études, tu avais un peu travaillé dans une grosse boîte et après tu t'es mis à ton compte directement. Comment tu t'es fait connaître du coup ? Bonne question. Je pense beaucoup par la construction d'un réseau donc physique. Il n'y avait pas LinkedIn à l'époque. Non, je n'utilisais pas ce truc. Je l'utilise que depuis que je suis arrivée sur Nantes en fait, parce qu'à Strasbourg, tu n'as pas le même impact. Et pour Nantes, moi j'ai l'impression que c'est un mini Paris. Donc Strasbourg, c'est encore un peu... altmodique. Mais là, ça commence. Mais en tout cas, c'était beaucoup de réseaux, donc d'afterwork. Après, ça a été Facebook, puisque comme j'avais une cible qui était plutôt indépendante, j'arrivais à les toucher par là. Et depuis que maintenant, ma cible, c'est plus les entreprises, donc on va dire clairement, ça va être plus PME, les ETI et en sous-traitance, je peux avoir des ESN. Donc là, ça va être plus LinkedIn, voire même carrément que LinkedIn, plus des afterwork, mais ciblés dans des groupes précis. J'ai vu qu'en ce moment, tu étais assez active d'ailleurs dessus. Sur LinkedIn ? Ouais, tu postes pas mal. Ouais, j'essaye, mais leur algorithme, il m'énerve. Il change trop souvent. Mais des fois, j'ai envie de plus publier du tout, ça m'énerve. Mais bon, je me dis, ça plaira un jour. Et au niveau de ton inspiration, comment tu la trouves ? Parce que du coup, tu gères quand même 2 choses, l'UX. Comme tu dis, il faut se renouveler régulièrement. Tu fais des formations pour ça ? Ouais, alors je me forme. Et là, l'année dernière, j'avais une alternante avec moi. Donc, c'est la première année que j'ai travaillé avec une personne que je ne connaissais pas. Et cette année, j'en ai une autre qui commence la semaine prochaine. Et je trouve chouette aussi de pouvoir échanger avec des personnes qui sont encore étudiantes et qui ont beaucoup de volonté, beaucoup d'envie d'apprendre, beaucoup d'envie de mettre leurs pattes aussi. Et ça m'intéresse. Et je donne des cours aussi à l'école de design de Nantes. J'en avais donné avant, un peu quand j'étais à Strasbourg. Et ça te permet de rencontrer en fait des gens qui sont hyper motivés. Et ça me donne envie... soit de leur transmettre, soit d'apprendre même d'eux aussi, parce que des fois, ils posent des questions où tu te dis je vais réfléchir un peu pour l'aider, ou comment je peux... J'y avais pas pensé avant, et du coup, ça te fait progresser. Comment tu vois l'avenir de l'UX dans les 5 ans qui viennent, les 10 ans ? Parce que c'est quelque chose, pour l'instant, pour ceux qui ont des petites entreprises, ils n'en entendent pas forcément parler. Est-ce que tu penses que ça va se développer pour eux ? Ouais, moi je dirais 10 ans, ça fait long. Je pense que ça ne s'appellera plus comme ça. Dans 5 ans, je pense que ça doit être vraiment indispensable. Je trouve vraiment... parce qu'en plus, c'est adaptable, tu vois. On n'a pas un process, tu as plein de process, tu as plein de possibilités, tu as plein de choses. J'arrive pas en disant je fais la même chose avec chaque client, tu vois. Donc c'est vraiment s'adapter à la problématique de ton client et à ce qu'il souhaite faire. Donc j'aimerais bien que tout le monde comprenne l'intérêt et qu'on arrive aussi à mieux le définir pour que ce soit plus clair pour tout le monde, parce que j'avais fait un questionnaire avec des dirigeants et en fait
captent pas tous ce que c'est et la portée de ce qu'on peut faire. Et selon le designer n'est pas la même. Tu vois, vu que moi j'ai un background dans tout ce qui est design graphique, forcément je peux faire des maquettes et du prototypage assez avancé, alors que d'autres ont des backgrounds en psychologie. Et là, ils vont être beaucoup plus performants peut-être sur des tests. Le comportement de l'utilisateur, etc. Ouais. Donc c'est assez... le fait que ça englobe plein de métiers et qu'on puisse avoir des formations toutes différentes, c'est un peu... en fait, c'est un peu compliqué, je trouve. Donc, d'où l'intérêt des interviews. Ok, super. En tout cas, je te remercie pour ton temps et de nous avoir présenté ce qu'était l'UX et l'UI. Je pense que ça a parlé à beaucoup de gens. Enfin, ils en avaient déjà entendu parler, mais ils ne savaient pas forcément ce que c'était dans la finalité. UX ou UI? UX. Design de service ou design d'interface? Design de service. Travail en remote ou présentiel? Trop dur. Joker. Je dois vraiment répondre. Présentiel. Nantes ou Strasbourg? Pornic. Pardon? Pornic. Ah, près de l'océan.